Donc il est 20h03 et donc j'ai fait un petit peu de vélo, à vrai dire. Et, un petit peu, je me fais pendant 1 heure et avec quelques exercices après. Donc là, je suis en train de regarder une émission de télé sur CNews. Donc, intéressant avec Zemmour. Éric Zemmour, je trouve que c'est un très bon orateur. Donc voilà. Si la colonisation est un crime contre l'humanité, c'est l'humanité qui est criminelle. Ça, c'est votre avis. Est-ce qu'on peut garder les 3 dernières minutes pour qu'on puisse réagir justement à ce que vous l'avez dit, peut-être Dimitri, ensuite Jean-Sébastien? Oui, moi j'ai 2 remarques à faire. La première, c'est que je pense que le fait qu'on ait aussi peu d'alliés, hormis des alliés objectifs, on l'a dit comme les Saoudiens, qui en 5 ans ne seront plus nos alliés. Mais qui ne l'étaient pas sur ce sujet-là. Ça tient effectivement aux faits religieux. C'est clairement ça, c'est la manière dont nous, le rapport qu'on a en entretien aujourd'hui avec la religion, avec l'oubli de cette jambe, la jambe de gauche, laïque, l'école, tout ça, et la jambe religieuse, sur laquelle on a complètement tourné le dos. Et peut-être que les Américains y viendront. Et parlant des Américains, je pense qu'aujourd'hui, ils commettent une erreur monumentale. C'est-à-dire que ce pivot qui a été entrepris par Barack Obama de considérer que c'est vers l'Asie que ça se passe aujourd'hui, ce qui est vrai sur le plan commercial, sur le plan culturel, historique, etc., ils nous négligent et c'est une erreur qu'ils commettent. Moi, je ne pense pas. Je pense que c'est bien qu'ils nous négligent. Que les États-Unis. Mais oui, ils ont jamais, en vérité, ils nous instrumentalisaient. Et les Américains nous protégeaient parce que nous étions soumis à eux. Le fameux protectorat dont parlait le général de Gaulle. Jean-Sébastien, dernier mot. C'est très bien. Au moins qu'on prenne conscience de ça. C'est ça. Jean-Sébastien Bergeau, dernier mot. Juste parler de guerre de civilisation, je pense qu'incontestablement un clash des civilisations, peut-être pas une guerre, mais un clash des civilisations. Un choc, comme disait Clinton. Voilà, existe, mais je pense que que dans tous les conflits, il y a aussi une dimension impériale, malgré tout, qui n'est pas que liée aux civilisations. L'URSS s'est globalement comporté comme la Russie se comportait vis-à-vis de l'Europe, même avec son idéologie soviétique. Donc, je veux vous dire par là que oui, la dimension islamiste, l'islam politique, elle est une composante du problème, mais elle ne résume pas le problème. La Russie est quand même, c'est comme vous parlez de la famille naturelle, c'est quand même partagé la Libye et la Syrie avec la Turquie, donc je ne veux pas forcément la discriminer dans ça, mais moi je considère le choix qu'ils ont fait vis-à-vis justement pour couper vis-à-vis de l'Europe. La question dont on parlait précédemment des cours européens de droits de l'homme, etc., c'était une dimension énorme dans le choix du Brexit, parce que justement le Royaume-Uni ils ont une conception un peu différente sur la liberté d'expression, mais ils seraient derrière. On peut pas. 10 secondes pour terminer. Je ne suis pas en désaccord sur l'Angleterre. Très intéressant. Je pense d'ailleurs que on ne peut pas avoir que la Russie comme alliée. Je pense que, vous savez, le triptyque de Chirac lors de la guerre du Golfe, entre la France, l'Allemagne et la Russie, c'était très bien. Si on peut rajouter l'Angleterre, on peut faire des alliances. Comme ça, je ne suis pas opposé du tout. En tout cas, il faut réfléchir aux alliances. On s'émancipe des États-Unis et qu'on arrête de considérer la Russie comme un adversaire. Voilà. Ça, on l'a bien compris. Merci, messieurs, pour cette émission. Excellente suite de programme sur CNews. On se retrouve demain à 19h. Ah, j'ai pris à la fin. Voilà. Je voulais le prendre, regarder au début. Autre recueillement à Paris cet après-midi. La communauté catholique est touchée en plein cœur. C'est très triste, parce que ça va opposer les gens les uns contre les autres, alors qu'on est tous là pour justement, si on vient dans une église, c'est parce qu'on pense qu'on est tous frères. On a mal, c'est toujours un coup dur, et on pense beaucoup aux victimes, on prie pour elles énormément. Se faire tuer comme ça, pendant qu'on est en train de communier avec Dieu, c'est bouleversant. Le pape François a également réagi sur Twitter, affirmant prier pour les victimes, leurs familles et le bien-aimé peuple français. Un nouvel attentat visant directement un lieu de culte, une basilique catholique. En duplex avec nous dans ce 20h, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, le président de la conférence des évêques de France. Bonsoir. D'abord, comment vous réagissez à cette attaque? Est-ce que pour vous, ce sont les catholiques qui ont été visés clairement ce matin? C'est clairement le cas. On voit bien que l'assassin est entré dans une église. Je pense que ça veut dire qu'il est entré. Il s'est attaqué à des paroissiens et à des paroissiennes qui étaient des gens tout à fait ordinaires, si j'ose dire, même pas un prêtre. Donc il les a vraiment attaqués en tant que chrétien. On a entendu ce matin un prêtre de Nice qui nous disait, on entendait un prêtre ce matin qui nous disait la colère d'abord, la prière ensuite. Est-ce que vous êtes en colère ce soir également?
Et moi, je crois que la colère est une réaction normale, comme la peur face à un événement pareil. Mais après, il ne faut pas rester prisonnier de sa colère. Il faut la transformer, il faut essayer de l'apprivoiser, de la transformer en énergie positive. Voilà, il faut jamais. La colère, on ne peut pas l'empêcher, mais encore une fois, il faut la transformer. La peur, on ne peut pas l'empêcher. C'est une réaction saine devant certains événements aussi. Mais il faut arriver intérieurement à la transformer. Et c'est ce à quoi sert la prière. Et c'est ce à quoi je crois que tous les Français doivent s'atteler aujourd'hui pour que ces horreurs, pour que cette pathologie qui se réclame de l'islam, mais qui est surtout une espèce de pathologie religieuse, ne l'emporte pas, ne nous prive pas de ce qui est le plus important de notre humanité. Alors restez avec nous, on va écouter le président du Conseil français du culte musulman, Mohamed Moussaoui. Il a demandé aujourd'hui, et c'est une vraie nouveauté, en signe de deuil et de solidarité, la fermeture des mosquées ce week-end. Je vous propose de l'écouter. De nos compatriotes assassinés de cette manière atroce est une blessure. Cette éruption de ce terrorisme dans notre vie est un affront à notre foi, à notre religion. J'ai appelé tout de suite les musulmans de France à annuler toutes les festivités autour de la fête de Maulid, la fête de la naissance du prophète de l'islam, et de fermer également tous les lieux de culte à partir de ce soir. Alors nous verrons si cet appel est entendu. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, comment vous accueillez cette demande? Est-ce que vous n'avez pas peur quand même d'une montée des tensions entre les religions en France? Parce que la violence, elle habite au cœur de tous les hommes, et chacun de nous doit travailler pour transformer cette violence qui nous habite. Alors la peur, la colère ravivent, réveillent toujours cette violence. Je crois que les religions ont pour fonction, entre autres choses, de nous aider à apprivoiser, à maîtriser et à transformer, à sublimer la violence qui est toujours susceptible de nous habiter tous. Après, à chaque religion de voir de quels moyens elle dispose pour vivre cela. Nous, chrétiens, dimanche, nous entendrons dans la messe les béatitudes de Jésus. Elles viennent comme une sorte de choc, si vous voulez, face à de tels événements, puisque la béatitude la plus connue, c'est « Heureux les artisans de paix », car ils seront appelés fils de Dieu. Merci. Voilà, donc il nous faut essayer d'avoir cela comme horizon. Merci beaucoup, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, d'avoir été avec nous ce soir dans le 20h de France 2. Question ce soir, faut-il donc davantage renforcer la protection des églises en France et plus encore en ce week-end des célébrations de la Toussaint? Lors de son déplacement à Nice en début d'après-midi, Emmanuel Macron a annoncé un renforcement de la protection des lieux de culte et des écoles. Le plan Vigipirate a été porté à son niveau maximum. Alors en quoi consiste ce plan urgence attentat? Nicolas Cohen, Depuis ce matin, la présence policière s'est renforcée devant les églises. Par exemple, devant la cathédrale d'Amiens, 7 agents patrouillent en permanence devant ce lieu de culte devenu ultra sensible. Je disais non parce qu'il a indiqué la violence habite tous les hommes. C'est sur ça que je suis. Sur ça que je réactionne. Sur tout ce qu'il a dit, c'est très intéressant, mais c'est plutôt sur la violence. La violence habite tous les hommes. Les femmes, hein, il n'a pas dit femmes, mais je pense que c'est. Non, ça habite pas. En arrivant, on a vu la voiture de la police devant, c'est vrai qu'on n'a pas du tout l'habitude et c'est assez inquiétant. Mobiliser des patrouilles en renfort, c'est l'une des mesures que permet le plan urgence attentat déclenché cet après-midi, le niveau le plus élevé du plan Vigipirate. Conséquence immédiate, le nombre de militaires engagés dans l'opération Sentinelle passe de 3 000 à 7 000 soldats. Objectif, protéger les sites sensibles comme les lieux de culte et les écoles pour éviter un nouvel attentat. Ce plan d'urgence est mis en place sur l'ensemble du territoire français pour une durée limitée, le temps de la gestion de la crise. Il permet également de diffuser des messages d'alerte par SMS ou à la télévision pour protéger les citoyens dans un contexte terroriste. Le niveau urgence attentat a été activé pour la première fois à Strasbourg en décembre 2018 à la suite de l'attaque terroriste contre le marché de Noël. À l'époque, ce dispositif exceptionnel avait notamment permis des contrôles renforcés aux frontières ainsi qu'une protection des marchés de Noël dans toute la France. Et de nombreux offices sont célébrés un peu partout en France ce soir en hommage aux victimes de l'attentat de Nice. Victor Frédéric, vous êtes à la basilique du Sacré-Cœur à Montmartre, où l'émotion est perceptible chez les nombreux catholiques présents. Oui,
Oui, une messe s'est tenue ici à 18h30 en la basilique du Sacré-Cœur, dans une ambiance particulière. D'abord parce que vous l'avez dit, il y avait beaucoup d'émotions parmi la cinquantaine de fidèles présents. Une large partie de l'office était d'ailleurs consacrée à l'attaque de Nice avec un mot d'ordre partagé par tous. Le temps est ce soir à la paix et au recueillement. Et puis autour de la basilique du Sacré-Cœur, ce qui marque, c'est le dispositif de sécurité. Il a été renforcé avec la présence de plusieurs camions de CRS mes défenses qui sont immunitaires. toujours ce soir ici. Victor, en direct depuis le Sacré-Cœur. Cet attentat intervient dans un contexte international particulièrement tendu. Les services de renseignement avaient d'ailleurs mis en garde contre un risque important d'attentat ces derniers jours. En Arabie Saoudite aujourd'hui, le vigile du consulat de France a été hospitalisé. Avant la après une période attaque au couteau. hivernale. C'est la France entière qui est attaquée, a déclaré Emmanuel Macron. Le vigile des Question-réponse ce soir avec Eric Pelletier. Attaque contre les anciens locaux de Charlie Hebdo à Paris en septembre, décapitation d'un enseignant de Conflans-Sainte-Honorine en octobre, et ce matin, triple assassinat dans une église de Nice. En moins de 2 mois, la France est redevenue une cible privilégiée du terrorisme islamiste. J'ai rédigé tout à l'heure des pensées. Jour de l'ouverture du procès des attentats de janvier 2015 à Paris. En C'est kiosque, où ce génie Charlie style Hebdo republie les caricatures de Mahomet immédiatement. L'organisation terroriste Al-Qaïda promet une vague d'attentats. Ces caricatures, des enseignants ont fait le choix de les montrer à leurs élèves, comme Samuel Paty, ce professeur de collège, dans un cours consacré à la liberté d'expression. Il est tué en pleine rue alors qu'il rentre chez lui, et moi, et hommage national dans la cour de la Sorbonne, Emmanuel Macron se montre inflexible. Nous ne renoncerons pas aux caricatures, aux dessins, même si d'autres reculent. Voilà. Cette phrase Pardon. du président de la République provoque de nouvelles tensions internationales. Boycott de produits français et manifestations en Irak, au Pakistan ou comme ici, en Somalie. Dimanche dernier, Al-Qaïda appelle à briser la France par des actions individuelles. D'où cette vigilance renforcée voulue par le directeur général de la police nationale. La France est la cible d'une menace terroriste élevée et constante. Toutes les dispositions devront être prises pour sécuriser les rassemblements de personnes, notamment à l'occasion des célébrations religieuses chrétiennes de la Toussaint. Ce matin, c'est dans un lieu de culte catholique que l'attentat s'est produit. La France également visée en Arabie Saoudite, où un vigile du consulat à Jeddah a été blessé à coups de couteau. Sur le plan politique, l'Assemblée nationale a momentanément interrompu ses travaux ce matin pour observer 1 minute de silence en hommage aux 3 victimes de cette attaque islamiste. Mais l'unanimité politique n'a été que de courte durée. Les oppositions, notamment de droite, réclament des mesures fortes. Depuis Nice, le chef de l'État appelle les Français à l'unité. Alexandre Peyrou avec Thierry Purtet et voici la mer. Au pied de la basilique Notre-Dame de Nice, Emmanuel Macron aux côtés des policiers. Quelques heures à peine après le drame, sur les lieux de l'attentat, le chef de l'État appelle à faire front. Si nous sommes attaqués, une fois encore, c'est pour les valeurs qui sont les nôtres, pour notre goût de la liberté, pour cette possibilité sur notre sol de croire librement et de ne céder à aucun esprit de terreur. Et je le dis avec beaucoup de clarté une fois encore aujourd'hui, nous n'y céderons rien. L'attaque de Nice a bouleversé toute la journée politique. Il est 9h43 ce matin dans l'hémicycle. Le Premier ministre vient de présenter les nouvelles mesures de confinement. Quant au moment de partir, un conseiller l'informe. L'horreur de l'attentat a sidéré toute la classe politique. On a tué des gens qui priaient, qui ne faisaient rien d'autre que ça. Si bien que il paraît aussi nécessaire que chacun garde son sang-froid. Mais après la stupeur, très vite, comme après l'attentat de Conflans, la droite et l'extrême droite brisent l'unité nationale. Ce sont des actes de guerre qui sont menés sur la base d'une idéologie que pour l'instant, nous ne mettons pas en situation de combattre. Et cet après-midi au Sénat, la droite se fait plus virulente encore et cible l'immigration. Est-ce que le gouvernement, oui ou non, veut lutter contre ce désordre migratoire? Veut-il y mettre une fin? Il ne mettra pas fin aux attentats s'il ne met pas fin à ce désordre migratoire. Ce soir, en ouvrant sa
de presse sur le reconfinement, Jean Castex a rendu une nouvelle fois hommage aux victimes et à la communauté catholique. Pour le gouvernement, la menace terroriste s'ajoute à la menace sanitaire. Oui, en effet, l'autre grand titre aujourd'hui, c'est ce confinement acte 2 à partir de ce soir minuit jusqu'au 1er décembre à minima. Le gouvernement vient donc de donner de nombreuses précisions sur l'application concrète de cette nouvelle vie qui nous attend pour les semaines à venir. Première conséquence sur laquelle nous allons devoir nous arrêter ce soir, les déplacements. Ils seront forcément très limités et encadrés. Les détails, Ignacio Bornassin, Baptiste Thomas et Fabienne Lévis. Dans les dossiers du Premier ministre, l'annonce d'un papier qui rappelle aux Français que l'épidémie est loin d'être finie. L'attestation de sortie fait son retour pour le nouveau confinement, mais pour quel motif cette fois? Les Français pourront aller travailler lorsque le télétravail est impossible, sortir pour des achats essentiels, se rendre chez son médecin ou dans un service public, prendre l'air, sortir son animal de compagnie ou faire du jogging. Nouveauté cette fois, l'attestation permettra d'accompagner les enfants à l'école. 2 attestations permanentes pourront également être délivrées par votre employeur pour les déplacements entre le domicile et le travail, par l'établissement scolaire de vos enfants pour les déplacements domicile-école. Des attestations disponibles en format papier ou téléchargeables sur l'application Tous Anti-Covid. Mais quelles seront les limites au déplacement? Dès demain, les sorties seront limitées à 1 km autour de chez soi et à seulement 1 heure par jour. On l'a déjà pratiqué au mois de mars, on n'est pas heureux de recommencer, mais s'il faut le faire, eh bien on le fera et on respectera les règles en vigueur. Aller se balader, aller courir 5 km ou 1 km, je vois pas trop la différence en fait, donc je trouve pas ça très judicieux. Une amende de 135 € est prévue en cas de non-respect de ces mesures. Différence avec le premier confinement, des lieux publics resteront ouverts. Parmi eux, les cimetières, lieux de culte, les parcs et jardins, ainsi que les marchés. Mais les cérémonies religieuses, réunions publiques et manifestations non déclarées restent interdites. Le confinement s'appliquera sur l'ensemble du territoire, excepté en Outre-mer, où seule la Martinique, plus touchée par le virus, devra se confiner. Et ce soir, les routes et autoroutes sont prises d'assaut. On a dénombré près de 700 km de bouchons cumulés en Ile-de-France en fin d'après-midi. C'est plus du double d'un jeudi soir habituel. Beaucoup de Français veulent en effet quitter les grandes villes avant le début du confinement. D'autres vont tout simplement récupérer leurs enfants actuellement en vacances. Mais Emmanuel Macron l'a bien précisé dès hier soir, il y aura une tolérance jusqu'à la fin du week-end pour le retour de vacances de la Toussaint. À Saint-Malo, si certains se précipitent pour rentrer de vacances, d'autres au contraire voudraient profiter de ce long répit jusqu'au bout. Marie-Justin et Nissan. Ils ont choisi de rester près de la mer, malgré le début du confinement. Cela fait une semaine que cette famille venue de banlieue parisienne a posé ses valises à Saint-Malo. Pour eux, hors de question d'écourter leurs vacances. Autant profiter des derniers instants, on sera tranquille. De toute façon, autant profiter longtemps. On prend les dernières images plein la tête, la bonne odeur, l'huile, etc. Dans les hôtels, en revanche, très peu de touristes ont décidé de maintenir leurs réservations ce week-end. La semaine prochaine, la semaine d'après, nous avons zéro réservation. Faute de clients, cet hôtelier a décidé de fermer son établissement dès demain matin. Depuis l'annonce du confinement, on a plein d'annulations à l'hôtel. On n'a plus du tout de réservation, tout est annulé jusqu'à la fin de l'année. Des touristes sur le départ, également sur le quai de la gare, noir de monde. Pour beaucoup de vacanciers, pas d'autre choix que de rentrer chez eux. Je prends mes bagages, je m'en vais. Pays-Bas. J'ai pris le billet hier, aujourd'hui, donc je pars. Pour vous, il n'y avait pas le choix. Non. Demain, Ça va être plus compliqué et on préfère partir aujourd'hui, sachant qu'il y a déjà du monde. Malgré le début du confinement dans quelques heures, les autorités assurent qu'il y aura une tolérance concernant les retours de vacances jusqu'à dimanche soir. Télétravail 5 jours sur 5, le plus massif possible, a dit le Premier ministre ce matin à l'Assemblée. Alors sur le papier, ça semble plutôt simple, mais pour beaucoup d'entreprises comme de salariés, ce n'est pas forcément évident et ils n'accueillent pas ça avec beaucoup d'enthousiasme, ce télétravail intégral. Alors comment va-t-il s'organiser et quel changement par rapport au premier confinement? Chloé Tixier et Noé Salem. Travailler
travailler chez soi 5 jours sur 5 partout où c'est possible, toutes les entreprises vont-elles s'y plier? Certaines sont déjà prêtes, comme cette jeune société. Alors nous, d'habitude ici, on est 8-10 et à partir de demain, il n'y aura plus personne ici. Ici, on développe des logiciels qui équipent les voitures autonomes. Toute l'activité peut se faire à distance. On ne manipule pas de choses, on ne reçoit pas de clients dans les locaux. On n'a pas besoin d'être ici tout le temps. Aujourd'hui, le télétravail, pour nous, ce n'est pas forcément une contrainte, mais c'est aussi une nouvelle manière de travailler. Le retour au télétravail, les salariés s'y attendaient et y voient certains avantages. Pour moi, c'est plutôt pas plus. Je vais gagner à peu près 2 heures par jour au niveau des transports. Le lien social va me manquer un peu, mais ça avec. Au total, 700 accords sur le télétravail ont été signés dans les entreprises depuis janvier. Dans cette société, des discussions sont en cours, mais le patron est loin d'être convaincu par le télétravail à 100%. Le service commercial, effectivement, est une fonction qui permet le télétravail. Néanmoins, quand on fait du business, il faut voir ses clients. Moins de contact avec les clients, synonyme de baisse de chiffre d'affaires selon ce patron. Mais pendant le confinement, le télétravail, lorsqu'il est possible, n'est pas une option selon le gouvernement. En jeu, la sécurité sanitaire des salariés. Pour cette avocate, les entreprises réfractaires s'exposent à des sanctions lourdes. Les entreprises qui ne mettent pas leurs salariés au télétravail alors qu'elles le peuvent risquent de devoir verser aux salariés concernés des dommages d'intérêt devenant importants sur le crédit du salarié et risquent aussi des sanctions pénales alors la mise en œuvre de bloquer. Le nouveau protocole sanitaire pour les entreprises est attendu dans les prochaines heures. Et Jean Castex a présenté ce soir la liste des commerces qui vont pouvoir bénéficier d'une dérogation pour rester ouverts. Comme en mars dernier, les commerces alimentaires, stations-service, magasins de journaux, mais aussi les opticiens, certains magasins spécialisés, les hôtels ou encore les laveries pourront rester ouverts. En revanche, et c'est une nouveauté par rapport à mars, les retraits d'articles commandés seront possibles à l'accueil des magasins, comme par exemple pour les librairies. Mais pour les commerçants considérés comme non essentiels, eh bien beaucoup vont devoir cesser leur activité dès demain. Un second confinement difficile à accepter pour les coiffeurs ou encore les vendeurs de jouets à l'approche de Noël. Odile Longueval et Alexandre Lévy. D'autant plus qu'on les considère comme non essentiels. Une déjà vu par rapport à mars dernier. Sa perte de chiffre d'affaires à l'année devrait être considérable. On est à 50% du chiffre d'affaires annuel. Parce que les fermetures de confinement et les fermetures à 21h qu'on nous a imposées, obligatoirement, le chiffre d'affaires n'était pas présent. Chez cette coiffeuse, les clients défilent et profitent d'un dernier coup de ciseaux. Elle s'attend elle aussi à voir ses recettes divisées par 2 et s'inquiète déjà pour l'année prochaine. Ma plus grande crainte, c'est que le scénario se réitère, quoi. Qu'on nous laisse à nouveau de la liberté pour les fêtes de fin d'année et finalement, au mois de février, allez hop, tout le monde à la maison. Les fêtes de fin d'année, c'est justement ce sur quoi comptent beaucoup de commerçants. Dans cette boutique, les cartons s'accumulent. 50 000 € de jouets qu'il faudra écouler malgré une boutique fermée. J'ai lancé un site internet que je vais remplir ardemment tout le week-end, puis au fur et à mesure du temps. J'ai envoyé des mails à mes clients dès hier soir 22h pour dire que j'allais essayer de faire du click and collect, d'envoi à distance, même des livraisons à domicile si possible. Pour s'en sortir, cette gérante compte aussi sur les aides de l'État comme lors du premier confinement. Jusqu'ici, j'avais eu les 1 500 € 2 fois sur la période de confinement dernière. Et j'ai eu un prêt d'État, de la moitié de mon chiffre d'affaires sur 3 mois pour l'instant. À la veille du reconfinement, les commerçants espèrent tous la même chose, pouvoir ouvrir en décembre, juste à temps pour rattraper leurs pertes lors des fêtes de fin d'année. Pour les cafés, bars, restaurants, pas de surprise, ils devront rester fermés. C'est un nouveau coup de massue pour un secteur déjà exsangue. On va vous retrouver depuis Lyon, Olivier Martin. Bon, certains vont s'organiser pour maintenir une petite activité, mais c'est quand même la colère qui domine du côté des restaurateurs, Olivier. Oui, colère, inquiétude, mêlée d'un profond sentiment de découragement pour certains, parce que, vous le savez, ici à Lyon, depuis près de 2 semaines maintenant, eh bien, les restaurateurs étaient déjà soumis au couvre-feu à 21h, et depuis près de 2 semaines, eh bien, certains affirment avoir perdu jusqu'à 50% de chiffre d'affaires. Alors vous l'imaginez, la fermeture complète de leur établissement liée à ce nouveau confinement, eh bien, c'est un choc supplémentaire. Certains auront bien du mal à s'en remettre d'un point de vue financier. Livrait tout à l'heure un responsable de la profession. Pour lui, il y a près
de 2500 établissements de restauration sur toute la métropole de Lyon, et bien près d'un tiers, déjà largement fragilisé, pourrait aujourd'hui être menacé. Olivier Martin, en direct de Lyon, merci. Emmanuel Macron l'a redit hier, l'économie ne doit ni s'arrêter, ni s'effondrer. Alors pour beaucoup d'entreprises, les pertes générées par le confinement seront prises en charge par l'État à hauteur de 10 000 € par mois et une aide partielle sera mise en place pour aider les entreprises qui sont à l'arrêt à payer leur loyer. Alors comment cela va-t-il fonctionner? Explication Gaël Andols et Sylvain Gillon. Un hôtel typiquement parisien, 41 chambres au pied de la gare Montparnasse, toujours pleine avant la crise sanitaire. Mais depuis le reconfinement annoncé hier, les clients décommandent les uns après les autres. 3 annulations depuis ce matin. Un chiffre d'affaires en baisse de 75% depuis mars. Anaïs Pléga peine à honorer ses charges et surtout son loyer, 13 000 € par mois. Alors aujourd'hui, elle vient de décider de fermer temporairement son établissement déserté. On se retrouve dans un lieu de vie, dans un lieu qui est censé être toujours vivant et qui est mort, quoi. On a l'impression d'être dans un tombeau, c'est assez terrible. Malgré sa fermeture, elle continuera à payer son loyer et compte désormais sur une nouvelle aide de l'État. Si le propriétaire annule un ou plusieurs mois de loyer d'ici à décembre, alors il recevra un crédit d'impôt de 30% sur la baisse octroyée. Les bailleurs espéraient plus, mais ils assurent être prêts à faire un effort supplémentaire pour éviter les faillites. Pour un bailleur, la pire des situations, c'est la vacance des locaux. Et nous avons accueilli avec beaucoup d'intérêt la proposition de Bruno Le Maire d'un crédit d'impôt par lequel l'État français prendrait sa part à l'effort. Selon les syndicats des hôteliers restaurateurs, la moitié d'entre eux ne seraient pas à jour de ces loyers. Bonsoir Alexandra Bensaïd. Il y a beaucoup de nouvelles mesures qui ont donc été annoncées. Ça va quand même coûter très cher, tout ça. On a vraiment sorti le filet de sécurité. Le filet de sécurité qui est renforcé avec, on vient de le voir par exemple, les loyers, mais il y a aussi plus de temps pour rembourser les prêts garantis par l'État. Et surtout, ce qui gonfle là, comme amortisseur, c'est le fonds de solidarité jusqu'à 10 000 € pour une entreprise de moins de 50 salariés. Ça va coûter 15 milliards d'euros par mois, là où on avait déjà mis 64 milliards. Ce qu'on essaie de faire, c'est soulager au maximum les TPE, les très petites entreprises, les PME, les indépendants. On essaie de leur acheter du temps pour qu'ils passent le cap, tenir au maximum pour attendre le vaccin ou un traitement. Tenir au maximum, mais est-ce qu'on peut, grâce à ces dizaines de milliards d'euros, éviter le naufrage économique? Alors, on vient de voir dans vos reportages des exemples de commerces qui vont avoir énormément de mal. Les jouets, les restaurants, les bars, 200 000 vont être obligés de fermer. On ne va pas arriver à sauver tout le monde. Ils ont déjà eu aussi les gilets jaunes. En 2018, ils ont eu les grèves pour la réforme des retraites en 2019. Mais certains, ça ce sont les grands perdants. Mais certains vont s'en sortir mieux. Je pense aux hypermarchés, je pense au commerce en ligne. Et puis le BTP, le bâtiment électropublic, cette fois-ci, ça va peut-être mieux s'en sortir. Donc au final, c'est quand même un chiffre global. Mais lors du premier confinement, la perte d'activité, c'était 30%. Cette fois-ci, on attend 15% de perte d'activité, un confinement plus souple et donc une perte 2 fois moindre. Merci beaucoup, Alexandra. Alors, en tout cas, si l'économie pourrait continuer partiellement à fonctionner, mais c'est surtout grâce au maintien des crèches, des écoles, des collèges et des lycées. Ça, c'est le principal changement par rapport au confinement de mars dernier. Mais l'accueil des enfants se fera avec un nouveau protocole sanitaire. Il va être renforcé. L'objectif, c'est vraiment d'éviter au maximum le brassage des élèves. Saada Souval, Fabienne Lévis. C'est la mesure phare du nouveau protocole sanitaire dans les écoles. L'obligation du port du masque pour tous les élèves des 6 ans. Dans cette pharmacie, des parents venus acheter des masques pour leurs enfants. J'ai pas trop envie parce que je préfère les respirer vraiment à l'air libre. Je suis en tout cas très très heureux qu'ils puissent continuer à aller à l'école parce que c'est ça qui aurait vraiment été très, très déstabilisateur pour toute la famille. Une décision forte, mais insuffisante pour ce syndicat. Il faut renforcer cette mesure par un allègement des groupes d'élèves dans les classes et par un embrassage des groupes dans les temps collectifs. Les enfants pourront rester à la garderie ou à l'étude, à la cantine. Ils seront accueillis par groupe de niveau dans une même salle, à 1 mètre de distance, si possible. Vous allez pouvoir vous réveiller main 4x4. Le nouveau protocole se veut plus protecteur des personnels. Ceux qui le souhaitent pourront se faire tester. Dans les collèges et les lycées, pour éviter le brassage des élèves, les professeurs se déplaceront à l'interclasse. Les lycées seront libres d'organiser
ces mesures ne convainquent pas. On a l'impression qu'on est complètement uniquement dans la communication. On va nettoyer plus, bon, qui, on ne sait pas. On va éviter, on aura la distanciation physique. Ah bah oui, on voit pas comment tout d'un coup les salles de classe vont augmenter de superficie. Ce protocole sanitaire restera en vigueur au moins pendant 4 semaines. Et si les écoles sont maintenues ouvertes, eh bien c'est aussi parce que les enfants sont moins contaminants, nous dit le gouvernement. Vérification ce soir avec vous, Margot Supra-Gomez. Que disent, Margot, les dernières études scientifiques? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que depuis le début de l'épidémie, cette question intrigue les scientifiques. Lors de la première vague, une étude, qui fait aujourd'hui autorité en France, a été menée par l'Institut Pasteur à Crépy-en-Valois, dans l'Oise. Souvenez-vous, c'était l'un des premiers foyers de l'épidémie. 510 élèves de primaire avaient donc été testés, moins de 11-10 ans. Résultat, 8,8% des enfants avaient été infectés. Ces enfants n'ont pas donné lieu à des cas secondaires, ça veut dire qu'ils n'ont pas contaminé d'autres écoliers, pas non plus des enseignants. D'après les chercheurs, on peut donc dire qu'ils sont peu ou pas contagieux. Mais à l'étranger,